les 9 villages les plus étranges du monde. Que diriez-vous s'il existait des endroits où les maris partagent volontiers leurs femmes avec d'autres comme partie intégrante de leur mode de vie? Ou êtes-vous assez courageux pour visiter le légendaire village des serpents? Imaginez une communauté où les gens et les serpents venimeux vivent côte à côte comme des voisins. Pourriez-vous supporter de passer une journée là-bas? Ces villages abritent des coutumes et des traditions si uniques qu'elles vous laisseront remettre en question la réalité. Préparez-vous à un voyage pour découvrir les 9 villages les plus étranges du monde, des lieux si extraordinaires qu'ils défient la croyance. Voyageons dans un village isolé en Tanzanie, où les coutumes autour du mariage et des relations sont très différentes de ce à quoi vous pourriez vous attendre. Bienvenue dans le village des femmes empruntées. Imaginez vivre dans un endroit où prêter votre femme à un autre homme n'est pas seulement accepté, mais constitue une tradition profondément ancrée. Dans ce village, l'idée d'emprunter des femmes est non seulement courante, mais aussi attendue. Dans ce village tanzanien, les maris sont connus pour leur générosité surprenante. Ils prêtent volontiers leurs femmes à d'autres hommes, mais avec quelques règles importantes. Une règle clé est que le mari qui prête sa femme doit être d'un âge similaire à celui de l'homme qui l'emprunte. Voici un détail intéressant. Si un mari surprend sa femme avec un autre homme, il est censé rester calme et posé, comprenant que cela fait partie de la culture. Quand un homme veut emprunter une femme, il dit simplement « Je vais me confier à votre femme ». Mais à quoi ressemble vraiment la vie au-delà de ces coutumes surprenantes? C'est loin des luxes de la vie moderne. Les maisons sont simples, construites en argile, et manquent de ciment ou de briques pour les maintenir ensemble. À l'intérieur, il n'y a pas de meubles ou de décorations raffinées. Au lieu de cela, les murs sont ornés de miroirs qui servent à la fois de décoration et de moyens de réflexion personnelle. Dans ces maisons modestes, vous ne trouverez pas de grandes armoires pour garder les vêtements en ordre. Au lieu de cela, les vêtements pendent sur le lit et l'espace est sparse. Pour se nourrir, les habitants mangent principalement de la farine de manioc, qu'ils trempent d'une manière similaire à la cuisine indienne. L'eau est collectée à partir de la pluie en utilisant tous les contenants disponibles. Et l'électricité est un luxe rare, avec des panneaux solaires comme principale source d'énergie. Alors, envisageriez-vous de vivre dans un village comme celui-ci? Voyez-vous cette tradition comme un acte de générosité ou quelque chose de plus complexe? Auriez-vous un jour l'idée de visiter un endroit où donner sa femme est considéré comme une partie normale de la vie? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Préparez-vous à affronter l'extraordinaire alors que nous explorons un endroit qui n'est pas pour les âmes sensibles, le légendaire village des serpents. Si vous vous êtes déjà demandé ce que ce serait de vivre dans un monde où des centaines de serpents glissent librement dans les rues, alors accrochez-vous bien. Ce village va vous captiver et peut-être même vous donner des frissons. Situé dans un village reculé en Tanzanie, les membres de la tribu Jula traitent les serpents comme s'ils étaient des animaux de compagnie. Dans cette communauté, ces créatures glissantes ne sont pas craintes. Au contraire, elles sont respectées et même accueillies dans la vie quotidienne. Les hommes, les femmes et les enfants ici sont complètement à l'aise avec ces reptiles venimeux. Imaginez cela. Ils laissent les serpents glisser sur leur visage, les tiennent dans leur bouche et les jettent sans effort dans des sacs. Leur défi confiant? Je parie que tu ne peux pas me mordre. Les Jula manipulent habilement une variété de serpents, y compris des serpents verts et d'autres espèces venimeuses, connues pour leur capacité défensive. Pour réduire le risque de danger, les jeunes serpents sont soigneusement capturés dans leur habitat naturel. Des manipulateurs expérimentés utilisent ensuite des techniques spécifiques pour assurer leur sécurité tout en gérant ces créatures dangereuses. Dans ce village, une danse des serpents unique est exécutée, mais ce n'est pas seulement pour le divertissement. Cette danse joue un rôle éducatif, enseignant aux villageois les comportements des serpents et comment éviter le danger. En combinant tradition et connaissances pratiques de survie, ils transforment une activité à haut risque en une leçon importante sur la vie avec des créatures venimeuses. Alors, que se passe-t-il si quelqu'un se fait mordre? Dans ces zones reculées, l'aide médicale immédiate n'est pas toujours une option, car l'hôpital le plus proche peut être à des kilomètres. Au lieu de cela, ils comptent sur des remèdes à base de plantes traditionnelles, qui ont été transmis de génération en génération pour traiter les morsures venimeuses. Fait intéressant, la Tanzanie n'est pas le seul endroit où les humains vivent en harmonie avec les serpents.
En Thaïlande, il existe une communauté similaire, Bangkok Sangha, dans la province de Khon Kaen. Ici, plus de 140 familles gardent des serpents, y compris des cobras mortels, dans des boîtes en bois. Lors des spectacles, ces serpents sont libérés pour montrer le lien étroit que les habitants partagent avec ces créatures. Prenez Boali Chai, un homme de 72 ans avec des décennies d'expérience dans la manipulation des serpents. Malgré les dangers, les villageois traitent ces serpents comme des membres de la famille. Lorsqu'un serpent meurt, il est honoré dans des temples, reflétant le profond respect qu'ils ont pour ces reptiles. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Cuisinez-vous avec une cuisinière à gaz, une cuisinière à bois ou une cuisinière électrique? Parce que dans le prochain village que nous allons visiter, ils n'ont pas besoin de cuisinière du tout. Toute la zone brûle spontanément depuis plus de 50 ans. Mais avant d'entrer dans les détails, j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous appréciez ce contenu, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien compte beaucoup pour nous, et nous promettons de continuer à vous apporter un contenu passionnant et unique. D'accord ? Imaginez un endroit où le sol brûle depuis plus de 50 ans, et les flammes refusent de s'éteindre, peu importe ce que vous faites. Bienvenue au village de Dongmon à Chongqing, en Chine, également connu sous le nom de village de combustion spontanée. Ce phénomène étrange se produit dans une zone étonnamment petite, d'environ 4 mètres carrés, mais elle contient plus d'une douzaine de trous de taille variée, tous brûlant intensément. La vue des flammes vacillantes s'élevant de la terre est à la fois troublante et fascinante. Et voici la partie la plus bizarre. Ces flammes ne s'éteignent jamais, même lorsqu'il pleut. L'histoire derrière ce mystère enflammé remonte à environ 50 ans. La légende locale raconte qu'une équipe d'exploration pétrolière est arrivée pour rechercher du gaz naturel. Après avoir creusé dans la terre, ils ont déterminé que la zone n'était pas adaptée à l'extraction et ont scellé le puits. Mais Mère Nature avait d'autres plans. Malgré leurs efforts pour bloquer le flux, le gaz naturel a continué à s'infiltrer à la surface, allumant les flammes qui brûlent depuis. Pour les villageois, cette étrangeté est devenue une partie de la vie quotidienne. Ils ont même appris à utiliser les flammes à des fins pratiques, faisant bouillir de l'eau et cuisinant des repas en plein air, tirant pleinement parti de cette source de chaleur éternelle. Cela peut sembler incroyable, mais quand la vie vous donne un feu sans fin, vous en profitez au maximum. Fait intéressant, Dongmon n'est pas le seul endroit où la terre brûle avec une défiance obstinée. Faisons une brève parenthèse à Oymyakon, un village du nord-est de la Russie, connu comme l'endroit habité le plus froid de la Terre. Les températures ici peuvent chuter à un incroyable moins 60 degrés Celsius. Pourtant, même dans ce désert gelé, des incendies souterrains continuent de brûler. À Oymyakon, ces incendies en y couvant sous la neige, alimentés par de la tourbe et du gaz méthane piégés profondément dans le sol. Bien que les incendies de surface aient peut-être été éteints depuis longtemps, les flammes continuent silencieusement sous la couche épaisse de glace. Lorsque la neige fond, ces feux cachés peuvent se raviver, réanimant leur chaleur une fois de plus. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? Dans un village, les flammes continuent de brûler malgré de fortes pluies. Dans un autre, elles brûlent tranquillement sous la glace. Ce sont des endroits où la nature défie la raison, où l'on a l'impression que la terre elle-même est vivante, respirant le feu à travers les fissures du sol. Oseriez-vous visiter un village où le sol sous vos pieds est suffisamment chaud pour cuire votre nourriture? Partagez vos pensées dans les commentaires et restez à l'écoute, car nous nous dirigeons ensuite vers un village où le riz est échangé contre des moustiques morts. Le village enflammé en Chine a peut-être encore ces moustiques, mais je ne peux m'empêcher de me demander s'ils échangent du riz contre des moustiques morts, comme le village voisin. En 2019, le petit village d'Alion dans la province de Bataan, aux Philippines, a été confronté à une grave crise sanitaire. Les moustiques étaient menés partout, portant la menace mortelle de la dengue. La situation était désastreuse, avec environ 5000 cas de dengue signalés chaque semaine de janvier à juillet. Il était clair qu'il fallait agir rapidement. C'est alors qu'est intervenu Marito Ann Balan, le chef du village, qui a proposé une solution innovante. Son idée était simple mais efficace. Pour chaque 200 moustiques morts collectés, le village récompenserait le collecteur avec 1 kilogramme de riz. C'était une stratégie astucieuse qui a transformé le problème des moustiques en une opportunité pour toute la communauté. Mais comment attraper les moustiques? Les villageois ont mis au point une méthode unique.
Ils ont placé des plats peu profonds remplis d'huile de cuisson autour de leur maison. Les moustiques se posaient main sur l'huile, restaient main coincés et mouraient. Cette méthode a non seulement aidé à réduire la population de moustiques, mais a également transformé un nuisible dangereux en source de revenus et de nourriture pour la communauté. La campagne a eu un impact remarquable, réduisant le nombre de moustiques et aidant à freiner la propagation de la dengue. Mais alors que l'initiative gagnait en popularité, une nouvelle préoccupation est apparue. Que se passerait-il si les gens essayaient de tricher en élevant des moustiques juste pour collecter du riz? Maintenant, prenons un moment pour voyager à Din Hoc Lan, un village en Chine plein de mystères. Malgré toutes les conditions que les moustiques adorent, des étangs stagnants et de l'eau stagnante, ce village n'a pas de moustiques du tout. Les habitants croient que c'est à cause d'une grande pierre en forme de grenouille, qui, selon eux, dévore tout moustique qui ose s'approcher du village. Mais il y a aussi une autre théorie. Certaines personnes pensent que l'approche unique du village en matière de gestion des déchets joue un rôle. Ils enterrent leurs déchets sur une colline, créant un environnement qui pourrait décourager les moustiques de prospérer. Cependant, aucune de ces théories n'a été prouvée par la science. Dans le village de Lam Toa, vous trouverez un village artificiel vibrant et unique qui défie les normes de la vie traditionnelle. Ce n'est pas un simple établissement, c'est une fusion unique des influences chinoises et occidentales, perchée sur un immense pont qui s'étend au-dessus d'une rivière. En vous promenant, vous rencontrerez un mélange étrange de décorations, un bus scolaire suspendu dans les airs, des marionnettes placées le long des bords du pont, et même une réplique miniature de la célèbre statue du Christ rédempteur de Rio. C'est coloré et surréaliste, un festin visuel qui semble tout droit sorti d'un rêve. Mais bien que le village soit une merveille architecturale, il a également suscité de nombreux débats. Beaucoup de gens se sont inquiétés. Est-ce même sûr? Avec le pont supportant tant de poids, il y a toujours la peur persistante. Que se passerait-il s'il s'effondrait? Et soyons honnêtes, pourriez-vous dormir paisiblement en sachant que vous reposez au-dessus d'une rivière, avec rien d'autre qu'un étroit pont en dessous de vous? La vérité cependant, c'est que personne n'y vit réellement. L'ensemble du village est juste une attraction touristique, conçue pour émerveiller les visiteurs plutôt que d'abriter des résidents permanents. Bien qu'il soit difficile d'imaginer quelqu'un appeler ce pont chez soi, vous ne pouvez pas nier l'ingénierie qui le sous-tend. Construire une structure capable de supporter tout le poids du village avec ses décorations excentriques nécessite un véritable savoir-faire architectural. Ce village me rappelle un autre endroit connu pour sa configuration sauvage, le soi-disant magasin de commodités le plus peu pratique du monde. Imaginez cela, une petite cabane en bois, juste de 2 mètres carrés, suspendue au bord d'une falaise de 123 mètres de haut dans le Hunan, en Chine. Elle est à peine assez grande pour qu'une personne puisse s'asseoir à l'intérieur et vendre des collations aux grimpeurs qui passent là. Mais voici le hic, il n'y a pas de toilette. Donc si le personnel a besoin d'une pause, il doit descendre en rappel le long de la falaise pour se rendre à la toilette la plus proche. Imaginez-vous vous réveiller le matin, vous préparer pour le travail, puis devoir grimper 120 mètres juste pour arriver à votre service. Et pour les visiteurs qui veulent acheter quelque chose, ils devront escalader une série de marches en fer fixément à la falaise, avec seulement des câbles fixes pour se soutenir. 6. Le village des faux moines. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de la province de Nghe An, au Vietnam, dans un endroit connu sous un nom qui pourrait vous surprendre, le village des faux moines. Gia Jong est une zone pauvre et aride, où les habitants doivent être ingénieux juste pour survivre. En vous promenant dans les rues étroites du village, vous pourriez voir des gens drapés dans des écharpes, se déplaçant lentement et calmement. À première vue, ils pourraient en sembler être des moines ou des nonnes vivant une vie humble. Mais comme vous le verrez, les apparences peuvent être trompeuses. À Nghiazhong, certains villageois prennent le rôle de moines ou de nonnes, revêtant des robes traditionnelles et portant de l'encens à vendre. Mais leurs intentions ne sont pas seulement spirituelles, elles relèvent davantage de la survie. Les villageois tiennent des registres précis de qui achète de l'encens, affirmant que c'est pour une lente de 3 une liste de mérites supposément tenue par un temple local. Ils disent aux acheteurs qu'en achetant de l'encens, ils gagnent des bénédictions et du mérite spirituel, rendant l'offre difficile à refuser.
Beaucoup de gens désireux de gagner de la bonne volonté ou de se sentir connectés à quelque chose de plus grand finissent par payer jusqu'à 3 fois le prix normal de l'encens. Ils croient qu'ils n'achètent pas simplement un produit, mais qu'ils sécurisent donc des bénédictions en retour. Mais la tromperie ne s'arrête pas là. Certains de ces soi-disant moines et nonnes vont encore plus loin. Ils frappent aux portes, racontant des histoires émouvantes et demandant des dons. Avec leurs supplications sincères, ils parviennent souvent à convaincre des habitants généreux de donner de l'argent. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces moines ne sont que des imposteurs, habiles dans l'art de la persuasion. Et les sommes en jeu peuvent s'accumuler, les donateurs étant souvent trompés en donnant entre 4 et 8 dollars américains à chaque fois. Beaucoup de ces faux moines sont en réalité des agriculteurs de Ngyiajong qui passent des mois à parcourir le pays, collectant des dons et vendant de l'encens avant de rentrer chez eux. Étonnamment, cela peut être un schéma rentable. Prenez par exemple Vo Tikui, née en 1981 à Tongmua, Ngyiajong. Elle a passé 3 ans à se faire passer pour une nonne et a gagné suffisamment d'argent pour construire une villa. Pendant ce temps, son mari était resté à la maison. Un autre exemple est Nguyen Vanji, qui a prétendu être moine pendant un certain temps et est revenu avec suffisamment d'argent pour acheter une maison et une voiture. Si vous êtes amateur de l'extraordinaire, ce village va vous époustoufler. Voyageons au Vietnam où les habitants sont réputés pour cultiver des melons d'hiver géants. Alors, qu'est-ce qui rend ces melons si spéciaux ? Eh bien, pour commencer, ce ne sont pas les melons que vous trouveriez dans votre supermarché local. Ces énormes melons peuvent plus peser entre 50 et 70 kg, certains atteignant même un incroyable 100 kg. Ils mesurent entre 60 et 90 cm de hauteur et ont une circonférence pouvant s'étendre jusqu'à un demi-mètre. Imaginez un fruit si grand qu'un enfant ne peut même pas l'enlacer. Mais ce n'est que le début. Pendant la saison de pointe, il est rare de trouver un melon pesant moins de 100 kg. Chaque vigne de melon porte entre 50 et 100 melons, et le poids total d'une seule vigne peut dépasser 6 tonnes. Récolter ces fruits colossaux n'est pas une tâche solitaire. Cela nécessite une équipe entière de travailleurs et des treillis robustes pour soutenir le poids. Ce qui rend cela encore plus fascinant, c'est le dévouement des villageois à préserver leur héritage de culture de melons. Malgré avoir été déplacés plusieurs fois en raison de la guerre, les habitants de Tran Trac ont toujours protégé leurs précieuses graines de melon. Ces graines, qui transmises de génération en génération, sont considérées comme le fondement de leur tradition. Fait intéressant, les graines semblent avoir une connexion profonde avec le sol ici. Lorsqu'elles sont plantées ailleurs, les melons ne poussent qu'à une fraction de leur taille, laissant à la fois les habitants et les visiteurs en admiration. Mais cultiver ces melons géants ne consiste pas seulement à préserver une tradition, c'est aussi une entreprise lucrative. Lorsque la saison des récoltes arrive, ces melons peuvent donc se vendre pour environ 20 à 35 cents en dollars américains chacun. Ce n'est pas tout. Chaque vigne de melon produit également plusieurs litres d'eau que les villageois vendent pour environ 1 dollar et 25 cents le litre. C'est une entreprise unique et rentable qui permet au village de prospérer. Alors, qu'en pensez-vous ? Pourriez-vous relever le défi de récolter un melon aussi gros qu'une petite voiture, ou seriez-vous assez curieux pour essayer l'eau d'un de ces fruits gigantesques ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et voyons qui est assez courageux pour s'attaquer à un melon de 100 kg. Dans un endroit enveloppé de mystères et d'histoires non résolues, nous trouvons le village numéro 8, où une communauté entière a disparu du jour au lendemain. Bienvenue à Solampun, également connu sous le nom de village fantôme, situé dans les nouveaux territoires du nord de Hong Kong. Les légendes locales parlent d'un homme qui s'est rendu à Solampun pour effectuer un rituel cérémoniel. À son arrivée, il a été accueilli par une vue troublante. Près de 100 villageois avaient en disparu sans laisser de traces. Étrangement, leurs affaires étaient laissées derrière, en parfait ordre. La nourriture avait déjà été préparée pour un rassemblement et le bétail errait calmement dans le village, comme si rien n'était anormal. Pourtant, il n'y avait pas une seule âme en vue. Le village voisin de Toalabon a gagné un surnom glaçant. Ba'alitre, pour à l'instant, la boussole est bloquée. Cela était dû à un phénomène étrange où les boussoles de la région cessaient complètement de fonctionner. On avait l'impression que tout le village était coupé du reste du monde, piégé dans un mystère que personne ne pouvait expliquer.
Après la disparition des villageois, des rumeurs ont commencé à circuler. Certains croyaient pas qu'une maladie les avait chassés, tandis que d'autres suggérèrent une implication militaire. Mais ce sur quoi tout le monde s'accordait, c'était que personne ne pouvait se souvenir qui avait disparu en premier, seulement que le village avait commencé à voir de plus en plus d'enterrements. Une histoire qui a émergé était celle d'une figure mystérieuse connue sous le nom de voyageur pieds nus. Cet homme a visité la maison d'un voisin et est tombé malade peu après son retour chez lui. Sa santé s'est détériorée rapidement et il est décédé sans pouvoir parler. Sa mort semblait marquer le début d'une série de maladies étranges dans le village. Les événements étranges ne se sont pas arrêtés là. Un an plus tard, la grand-mère d'une femme nommée Ma Jianwen a vécu quelque chose d'inoubliable. Alors qu'elle était chez elle, elle s'est soudainement sentie étourdie et a à peine réussi à retourner dans son lit avant de s'effondrer. Les habitants murmuraient qu'il semblait que le village lui-même pesait sur elle, et ce n'étaient pas seulement les personnes âgées. Une nuit, plusieurs villageois se sont évanouis dans les rues sans raison apparente. Ils avaient marché et discuté avec des voisins juste quelques instants auparavant pour soudainement perdre connaissance. Ceux qui sont rentrés chez eux se sont souvent évanouis peu après, sans signe visible de blessure. Ce qui était encore plus étrange, c'était le schéma des décès soudains. Les familles ont connu plusieurs pertes en peu de temps, des conjoints décédant dans les semaines qui suivaient, des frères et sœurs mourant dans leur sommeil. C'était comme si une force invisible prenait lentement son tribut sur le village. Intrigué par ces événements étranges, un chercheur nommé Tran Van Hay a décidé d'enquêter. Ces découvertes ont été partagées sur une émission de radio locale, suggérant une sombre histoire liée à la région. Des décennies auparavant, un village voisin, Gang Ongu Tiho, avait connu une tragédie lors d'un voyage en bateau entraînant son abandon éventuel. Au fil du temps, la région était devenue un aimant pour les chasseurs de fantômes et les amateurs de sensations fortes attirés par sa réputation hantée. Malgré toutes les spéculations et recherches, le mystère derrière Toa Labon reste non résolu. Que s'est-il réellement passé aux villageois de Solunpun? Pourrait-il s'agir d'un événement naturel inexplicable, ou y avait-il quelque chose de plus sombre en jeu? La vérité pour l'instant reste enfermée dans l'ombre. Nous avons gardé l'une des histoires les plus fascinantes pour la fin. Si vous avez suivi notre voyage à travers des cultures uniques et des coutumes extraordinaires, ce prochain récit est sûr de vous captiver. Nous nous dirigeons vers le village de Salinas, situé en République dominicaine, un endroit connu pour un phénomène génétique rare et inhabituel. À Salinas, une condition biologique remarquable a intrigué à la fois les habitants et les scientifiques pendant de nombreuses années. Les filles nées dans ce village, avec des traits féminins typiques, subissent un changement dramatique à l'adolescence. Ce qui était autrefois un corps féminin commence à développer des caractéristiques masculines. Cette transformation se produit en raison d'une condition génétique rare qui affecte le développement de leur corps pendant l'adolescence. Cette condition, qui touche environ une fille sur 90 dans le village, peut sembler sortie d'un film de science-fiction, mais c'est une partie bien connue et acceptée de la vie ici. En fait, Salinas a gagné un surnom spécial en raison de cette transformation fascinante. Prenez Johnny par exemple. Née sous le nom de Felicita, la vie précoce de Johnny semblait complètement normale. Cependant, à mesure que la puberté avançait, Felicita a commencé à subir des changements inattendus. Elle a développé une voix plus profonde et a commencé à montrer d'autres traits physiques masculins. Au fil du temps, Felicita a embrassé une nouvelle identité en tant que Johnny, marquant un changement complet par rapport à son enfance. L'histoire de Johnny, bien que unique, n'est pas isolée à Salinas. Ce phénomène a été observé pendant des générations, et c'est quelque chose que la communauté comprend et accepte. Dans les années 70, le physiologiste Julian Imperato a fait une découverte révolutionnaire concernant cette condition. Il a découvert que ces individus naissaient avec une déficience en une enzyme appelée 5-alpha-réductase. Cette enzyme joue un rôle crucial dans la conversion de la testostérone en une hormone nécessaire au développement masculin. Sans des niveaux suffisants de cette hormone à la naissance, les enfants apparaissent féminins. Mais lorsque la puberté arrive, des niveaux plus élevés de testostérone provoquent l'émergence de caractéristiques masculines. Pour ceux qui vivent à Salinas, la transition varie. Certains individus acceptent leur nouvelle identité sans problème, tandis que d'autres luttent avec le changement.
L'impact émotionnel et psychologique de cette transition est complexe, et le parcours de chaque personne est profondément personnel. Certains choisissent de vivre en tant qu'hommes, tandis que d'autres luttent avec leur identité et la façon dont leur apparence physique a changé. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.